Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Vous suivez ce forum de la presse sur 85 radios et 3 télévisions à travers le Mali. Ce soir, nous allons parler d'insécurité, de coronavirus et également de la visite de la CEDEAO dans le pays. Et nous avons 3 invités sur ce plateau qui sont tous journalistes. Amadou Diallo, journaliste analyste, Célia Dalmeida, journaliste consultante média et Ibrahim Koulibaly d'IC de la Nouvelle Tribune. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs et invités, téléspectateurs également. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Insécurité, quelle évolution de la situation avec ces différentes attaques qui ont été enregistrées. Je rappelle également qu'il y a 4 soldats ivoiriens qui ont été tués au cours de cette semaine et 5 autres qui ont été blessés. Célia Dalmeida, quelle analyse de l'évolution de la situation? Merci de m'avoir de nouveau invité sur le plateau du studio Tamani. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. L'évolution n'est pas très positive, hein. On peut sans exagérer le dire ainsi, parce que on avait, avec le coronavirus, la situation sociopolitique et tout ça, un peu oublié la réalité du terrain, de ce que vivent les populations. Et ces différentes attaques depuis quelques semaines nous remettent un peu les yeux en face des trous, parce que ça nous rappelle dans quoi les gens vivent au quotidien, hein. Il est vrai que les attaques sporadiques contre les populations civiles n'avaient pas vraiment cessé, on en entendait parler, particulièrement les réseaux sociaux qui les relayaient en permanence, mais des attaques de cette envergure, et particulièrement contre la MINUSMA ou contre des autorités locales, sont quelque chose qui nous montre qu'on a encore des efforts à faire, qu'on doit maintenir les efforts. Nos forces armées de sécurité sont au charbon en permanence, avec les moyens que l'on sait, et c'est aussi l'occasion de les saluer, le sacrifice qu'ils font au quotidien pour notre sécurité à tous. Il faut aussi dire qu'on parle de l'insécurité du fait du terrorisme, mais il y a aussi le grand banditisme qui est en train de, entre parenthèses, se démocratiser. À Bamako, il ne se passe pas une semaine où on entend braquage par-ci, attaque à main armée par-là. Ça s'est étendu sur Ségou, d'autres capitales régionales. Donc il est vraiment important qu'en ce début de 2021, il est vrai, avec toutes les priorités qu'il y a à l'agenda des autorités, que cette question de la sécurité revienne au premier plan et que les moyens, la volonté se concrétise pour que nos forces de défense et de sécurité puissent faire leur travail, mais aussi que la question de défiance, de méfiance envers ces FDS-là, qu'on commence à y travailler sérieusement, parce qu'on a vu que les populations, la collaboration des populations est extrêmement importante et qu'il faut recréer du lien entre ceux qui assurent la sécurité et ceux qui sont censés protéger. Amadou Diallo, pensez-vous que les efforts des autorités et des différentes forces présentes sur le terrain sont à la hauteur des défis? Bon, moi, un autre regard sur la situation, sur le phénomène, notamment en termes de communication. Parce que pendant un très bon moment, d'autres acteurs de la communication se sont accaparés de la question et ont fait un traitement sensationnel. D'autres acteurs comme qui? Notamment les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, avec les nouveaux médias. Hein? Donc finalement, au point que l'attention a été focalisée sur le traitement de la crise par le régime qu'est la crise elle-même. Et au point que finalement, ça a emporté le régime. Aujourd'hui, la situation revient encore. Et ça veut dire qu'elle n'avait pas évolué du tout. Elle n'avait pas changé. Seulement, c'est le traitement par les relayeurs de l'information qui avait créé une autre dimension, disons, de la chose, alors que la vraie crise est là. C'est-à-dire que la sécurité, l'insécurité au Mali, depuis 2013, depuis 2008, 2010, on est là-dedans. Ça a été créé, enfin, je dirais comme ça, hein, ça a été créé par la géopolitique. Mais ces nouveaux médias dont vous parlez, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Est-ce qu'ils ne donnent pas la bonne information? Non, bon, ça veut dire qu'il y a un traitement de l'information, ça veut dire un traitement professionnel de l'information
qui accorde plus, qui laisse plus la place au recoupement que l'information brute, sensationnelle, pour créer un effet psychologique, alors qu'on pouvait traiter autrement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la crise malienne a besoin d'un traitement lucide. Parce qu'on a affaire à des acteurs qu'on ne connaît pas, des acteurs invisibles. Et des acteurs aussi qui sont parmi nous. Parce que la plupart de ces responsables de la rébellion, des pseudo-djihadistes, ils sont à Bamako ici. Les chefs là sont à Bamako ou bien sont les dans chefs des djihadistes sont à Bamako. Ils sont à Bamako ici. Les prétendus djihadistes, parce que le terme djihadiste, moi, je ne suis pas convaincu. Au Mali, il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas de terroristes. Il y a un conflit actionné quelque part et dont les intérêts sont encore externes à notre pays, parce que les enjeux sont liés aux ressources de notre pays. Le pétrole, le gaz, l'or, l'uranium et les autres ressources minières. C'est ça l'enjeu. Et tant qu'on n'arrive pas à bien gérer cette affaire des enjeux, la crise difficilement va se résoudre. Parce que c'est la bande. Pensez-vous que les autorités sont au courant de cette information? Eh bien, les autorités... que les chefs de ces djihadistes sont à Bamako. Mais qui ne connaît pas? Chacun sait, les vrais acteurs sont à Bamako ici. Est-ce que vous le savez, Ibrahim Koulibaly? Je partage son point de vue. Je partage son point de vue. Tout d'abord, moi, je voudrais dire bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Que l'année 2021 soit vraiment une année de paix, de santé et de prospérité pour notre pays. Concernant la situation sécuritaire, il est temps qu'on se dise la vérité. Vous savez, le plus souvent, nos États n'ont pas été à hauteur de la crise. Parce que dans un pays comme le Mali, où malheureusement la comptabilité macabre continue, on pensait qu'avec l'arrivée des militaires à la tête, parce qu'ils sont rodés dans les questions militaires, c'est eux qui étaient sur le terrain, c'est eux qui maîtrisent la situation. On pensait qu'avec leur arrivée, que la situation allait s'améliorer. Mais malheureusement, la situation continue. Et le cas de Farabougou, on a vu que ça a été plutôt une opération de com' qu'une réussite. Donc, et c'est ce qu'il faut éviter en matière de traitement d'insécurité. Il ne faut pas chercher à se faire de la publicité. Il s'agit de la vie des gens. Il parle des réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il est temps où l'État doit s'assumer pour réguler les réseaux sociaux. Des gens qui n'ont jamais dépassé Ségou se mettent sur les réseaux sociaux pour parler des problèmes du centre et du Ségou. Donc, c'est du sensationnel. On jette de l'huile sur le feu. Dans la situation d'un pays comme le Mali, l'État doit s'assumer. Tout doit être régulé. Il faut réguler les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se lèvent chaque matin, ils sont très contents en balançant des niaiseries, n'importe quoi, sur les réseaux sociaux, uniquement pour se faire plaisir. Oubliant qu'ils mettent en danger la vie des milliers d'autres Maliens. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nos gouvernements soient à hauteur de la situation sécuritaire, qui veut dire quoi? On ne peut pas gérer un État en situation de guerre comme le Mali avec le cœur. Non. Il est temps que nous ayons des vrais hommes d'État qui comprennent l'enjeu de ce qui se passe et qui prennent les vraies décisions. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est les milices, les groupes d'autodéfense qui gèrent nos localités. Par exemple, moi, je suis de Nyono. Aujourd'hui, je ne peux pas aller à Nyono parce que n'importe qui peut aller te tuer. N'importe comment et n'importe quand. Tu n'as aucune sécurité. Pourquoi vous ne pouvez pas aller à Nyono? Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est tout, aucun citoyen ne peut se rendre à Nyono ou est-ce qu'il y a des gens? Non, les gens peuvent, mais c'est à tes risques et périls. Parce que n'importe qui peut venir te tuer. D'accord. Vous avez parlé des réseaux sociaux, vous dites partager la vie de M. Diallo. Quand vous parlez de la responsabilité de l'État, est-ce que vous pensez que la responsabilité des faîtières de la presse également malienne est engagée? Mais quand je dis les faîtières ne peuvent faire que des propositions, si l'État décide de s'assumer, les faîtières feront des propositions à l'État. Donc, à l'étape actuelle, les faîtières n'ont pas de responsabilité là-dedans. Mais si les médias traditionnels jouaient bien leur rôle, est-ce que ces nouveaux médias-là allaient pouvoir faire ce que vous dénoncez? Oui, les médias traditionnels ont leurs limites. Aujourd'hui, les médias traditionnels, c'est quoi? Un journal, quand tu traites une information aujourd'hui, c'est demain ça sort.
Donc ce n'est pas la même chose, quelqu'un, il se met et paf, à la seconde, c'est instantané et 1000 personnes sont au courant. Donc ce n'est pas la même chose. Il faut que l'État régule. Il faut que l'État prenne des mesures. Il faut réguler les réseaux sociaux, surtout dans le domaine sécuritaire, surtout dans le domaine militaire. On va dire que non, ils vont s'assurer. Non, non, non. C'est-à-dire la survie de notre pays, il dépend. Il faut censurer. Il faut prendre des mesures. Il faut que l'État survive. Parce que pour parler de réseaux de presse, de trucs, il faut qu'il y ait un État tout court d'abord. Et aujourd'hui, c'est cet État tout court qui est menacé. Les gens ne prennent pas la gravité de la situation. Par exemple, je parle de Nyuno. À partir de Ségou, on ne contrôle plus le Mali. Il faut que les Maliens se rendent compte de ça. On est obligé de négocier soit avec des groupes armés, soit avec des milices, pour avoir de l'autorité sur des portions de notre pays. Est-ce que là, on peut parler d'un État? À partir de Ségou, que ce soit des deux côtés du fleuve. Moi, j'étais à Ségou, j'ai parlé avec des élus de derrière le fleuve. Quand ils traversent le fleuve, ils enlèvent leurs insignes de mer, ils les enlèvent. Alors, vous estimez que les responsables de ces différentes attaques qui sont appelés des djihadistes sont à Bamako. Célia Delmeida, est-ce que vous avez également la même information que Issé et M. Diallo? Non, comme on est entre journalistes, moi je n'ai pas de preuves ni quoi que ce soit de cela, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais permettez que je rebondisse par rapport à ce que mes deux confrères viennent de dire sur le contrôle de la parole. Je vais dire ça comme ça. Et moi j'ai peur que nous-mêmes nous ne tendions le bâton avec lequel nous allons être frappés. Je pense que ce phénomène n'est pas unique au Mali. On en parle dans le monde entier, de l'influence des réseaux sociaux et du fait qu'il est important pas de contrôler ou de censurer, mais de professionnaliser ce qui s'y passe. Moi, j'irais plutôt dans ce sens-là. Qu'il y ait, par exemple, une espèce de veille, mais aussi que nous, les médias conventionnels, occupions le terrain. C'est parce que nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Ici, il vient très bien de donner l'exemple. Oui, mais si je publie mon papier aujourd'hui, c'est demain que le public va y avoir accès. Or, le public, il a entendu parler du truc, il a besoin d'avoir l'information aujourd'hui. Donc, à nous d'occuper aussi les réseaux sociaux, en même temps que l'analyse plus approfondie, recoupée, etc., se retrouve dans le journal de demain, de Nouvelle Tribune, qu'aujourd'hui, quand même, sur la page Facebook, sur le compte Twitter de Nouvelle Tribune, on puisse avoir cette information à chaud avec le traitement journalistique. Ça permettra aux gens de se dire, au lieu d'aller écouter X ou Y, parce que justement, comme le dit Diallo, il balance l'information, je vais sur Nouvelle Tribune qui donne l'information, mais que je sais qu'il l'a traitée professionnellement. Je pense que c'est peut-être cet effort-là que nous, médias conventionnels, devons faire pour récupérer cet espace-là que nous avons laissé aux journalistes citoyens, de sorte à ce que les gens sachent qu'ils ont un recours, qu'ils ont des journaux sérieux qui sont sur la toile, vers lesquels ils peuvent partir. Je pense que ça peut permettre. Parce que sinon, si on dit à l'État, ouais, il faut sécuriser, il faut censurer, il faut machin, le jour où nous, on va dire quelque chose qui ne plaira pas à l'État, on viendra nous taper dessus. Est-ce que c'est possible de professionnaliser ces nouveaux médias sans loi ? Oui, c'est possible on va pas, par exemple, si je prends un nom fictif, quelqu'un, Abdoulaye Sissoko, par exemple, qui publie, qui a de l'audience sur les réseaux sociaux, ça se fait aujourd'hui. Il y a beaucoup d'organisations internationales qui font ça, qui approchent ces personnes-là, qui les forment, qui leur donnent un minimum de base de traitement. Maintenant, nous, médias, devons aussi faire de l'éducation aux médias pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils aient la capacité, et ça peut se faire, ça doit se faire, former nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs, à ce qu'ils ne sautent pas à pieds joints sur une information brute parce qu'elle est sensationnelle, comme l'a dit Diallo, mais qu'ils aient le réflexe, parce qu'ils savent que quand IC publie, c'est la vérité que IC publie. En tant que journaliste, IC a eu le temps de passer 2-3 coups de fil pour vérifier l'information. S'ils ont vu le truc de Abdoulaye Sissoko, qu'ils aient le réflexe d'aller regarder également la page de IC pour s'assurer que l'information est. J'ai l'impression que nous, on a laissé ce champ-là aux journalistes citoyens qui l'occupent, et la nature ayant horreur du vide.
ils font ce qu'ils veulent dessus. Peut-être à nous de nous battre pour récupérer ce champ-là et l'exploiter pour donner la vraie information au public que nous souhaitons viser. M. Koulibaly veut réagir là-dessus. Je suis d'accord en partie avec Célia, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux ne sont pas occupés par les journalistes professionnels. C'est des citoyens lambda. Donc c'est n'importe qui. Il faut que nous, on y aille, justement. Donc c'est n'importe qui. Et le plus souvent, il n'y a pas d'informations désintéressées. Le plus souvent, les gens font exprès pour balancer des informations. Quelle que soit la situation, tout le monde n'est jamais du même bord. Donc, raison pour laquelle l'État doit sévir. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour semer la confusion. Il y a des gens même qui participent à la communication des groupes armés, des groupes d'autodéfense et des milices. Donc, l'État doit veiller. Maintenant, comme elle l'a dit, en ce qui concerne les médias professionnels, oui, je suis d'accord que les médias professionnels maintenant occupent le terrain et que chaque journal, chaque organe, chaque radio ait quand même ses pages web, Twitter, ainsi de suite, pour traiter l'information de façon instantanée. Mais, bon, et les autres citoyens qui, sans aucune vérification ni rien, le matin, le gars, il s'élève sur sa page, il balance ce qu'il veut. Donc, et c'est difficile, tant que l'État ne s'y met pas, c'est difficile. Aujourd'hui, quand l'information devient nuisible à la stabilité d'un pays, il faut censurer. La preuve en est, non, je n'ai pas terminé. La preuve vient d'être donnée par les États-Unis, qu'on considère comme la plus grande démocratie, où on vient de supprimer des comptes de Donald Trump. Au-delà du secteur de la communication, quels sont les autres aspects qui doivent être améliorés pour que la sécurité puisse être une réalité à travers le pays? Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. C'est-à-dire que moi, j'ai soulevé cette question parce que c'est pertinent. Aujourd'hui, l'information commence à... Mais moi, je suis bien vos publications, hein. Je suis bien Studio Tamani. Les informations que vous donnez, c'est bien recoupé. Il s'agit de ça. Les médias conventionnels n'ont pas laissé le terrain. Ils sont sur le terrain. Mais seulement, le sensationnel a pris le dessus, au point que finalement, le professionnel commence à se noyer. C'est ça le danger. Maintenant, pour répondre à votre question, revenir aux fondamentaux, c'est quoi? Il faut que les militaires, leur rôle, ils ont opté pour ça. Moi, j'aurais pu être militaire. J'ai fait 10 ans dans le camp de garde à Tongorogo. Même aujourd'hui, j'ai un pied au camp de garde. Mais j'ai choisi d'être journaliste. Quand on choisit, on assume. On ne peut pas être militaire et puis s'intéresser aux questions politiques. Ah non. Franchement, ça ne va pas. Moi, je pense que les militaires doivent... Moi, j'ai fait, pendant tout ce temps, sur votre plateau, chaque fois que je passais ici, je défends les militaires. Je défends le Mali contre la France. Parce que je suis d'abord citoyen malien, avant d'être journaliste. Mais il faudrait que nos militaires aussi sachent que suivre les réseaux sociaux comme ça ne résout pas les problèmes. C'est leur vie qui est en danger. Moi, je parle bien, mais je ne suis pas sur le front. Vous voyez, c'est eux qui sont sur le front. Et tout ce qu'on dit, c'est pour eux d'abord. Il faut que les militaires se mettent dans la peau des militaires. Vous êtes en train de parler des militaires qui sont membres du gouvernement, notamment ceux qui ont été nommés non, je à ne des parle postes pas seulement. Mais si on est... Pourquoi j'ai soulevé la question des réseaux sociaux? Sous le régime des IBK, tous les jours des images macabres. Sur Facebook, sur Twitter, c'était des images macabres de nos militaires. Qui les envoyait? Quand vous demandez qu'on revienne aux fondamentaux... Les fondamentaux, il faudrait que les militaires... Moi, j'ai des petits frères, des cousins militaires qui sont souvent sur le terrain. Mais je les appelle souvent, je dis, mais qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Ta position est connue de ton ennemi. Parce que quand tu es sur Facebook, tu es géolocalisé. Un militaire sur Facebook, dans sa base, dans son trou de combat, son ennemi, c'est là où il se trouve. Qu'est-ce qu'il fait sur Facebook? Et c'est au chef militaire de sanctionner ça. D'abord, il revient aux commandants d'unités qui sont sur le terrain, qui sont avec les hommes, de dire à ces hommes ne pas aller sur Facebook parce que ça les distrait. D'abord, leur propre sécurité n'arrive pas à se tenir leur propre sécurité. Quelqu'un qui n'arrive pas à tenir sa propre sécurité, tu ne peux pas défendre les autres. C'est ça la question fondamentale. Maintenant, quand je parle des leaders qui sont à Bamako, que direz-vous de Sékou Boli et de Marcel Guéguéré, Marcel Komala?
hein, qui ont été nommés au cabinet du ministre de la Réconciliation. Ce sont Marcel, il a été porte-parole de Dana Amasakou. C'est une milice. Sekou Boli, il a été leader d'une milice aussi. Qu'est-ce qu'ils font à Bamako? Ça veut dire que tout se trame à Bamako ici. Finalement, on se retrouve. Moi, je me dis, la crise, il y a plusieurs acteurs dans cette crise-là. Il faudrait que les gens apprennent à dénouer, c'est-à-dire à dénouer les nœuds. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui gagnent dans ça. J'ai l'habitude de dire sur le plateau de Renouveau, si on ne fait pas attention, Mali Kelebeke Tonjon Fangaye. Vous savez, Tonjon Fangaye, ça veut dire quoi? Dans le royaume de Ségou en son temps, les combattants ne voulaient pas la paix. Il fallait que tous les jours qu'il y ait quelque chose pour qu'ils gagnent. Et si on tombe dans ça, on n'en sortira pas. Parce que ça devient un gagne-pain. Et quand une guerre devient un gagne-pain, alors là, c'est bonjour aux dégâts. N'est-elle pas déjà une gagne-pain pour certains, cette guerre, Célia? On parlait au départ d'intérêt. Toutes les guerres sont des guerres d'intérêt. Il y a toujours quelqu'un qui défend quelque chose et l'autre qui veut lui arracher quelque chose. Maintenant, il y a un mot qui revient et que j'aime beaucoup quand je suis sur votre plateau à répéter, c'est le mot vérité. Il faut que nous ayons l'audace de la vérité. Que le Malien, en tant que citoyen, ait l'audace de se demander, mais quel est l'intérêt? Où est-ce que cette histoire nous mène? Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que mes parents, parce que chacun d'entre nous a un parent au pays d'Ogon, chez les Peuls, chez les Dogon, chez Kakida, la machin, chacun d'entre nous est lié à quelqu'un. Et pourquoi est-ce que nos parents se battent, meurent? Pourquoi est-ce que nos militaires meurent au front? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Et si peut-être on arrive à se dire vraiment, hein, comme on a parlé tout à l'heure, de ressources naturelles. Mais il n'y a pas que ça, il y a les positions de pouvoir. On en a parlé tout à l'heure. Les gens qui se battent, qui font des posts sur les réseaux sociaux pour être vus, pour pouvoir être marqués, pour pouvoir accéder à des situations de privilèges. Donc, si nous tous, nous continuons à nous battre pour les privilèges et pour l'intérêt personnel, parce que c'est ça, le Mali va couler. Donc, il est temps que nous ayons l'audace de nous dire la vérité. Qu'on arrête les grands forats où on vient s'asseoir, où chacun s'écoute parler. L'essentiel, c'est qu'à la fin de la journée, on est notre perdième. Ça veut dire que la vérité n'est pas dite. On ne se dit pas la vérité. Ce qui nous importe, c'est on vient faire les jolies photos avec les gros basins et puis à la fin de la journée, on a les perdièmes. On sort un gros communiqué dans lequel personne ne se reconnaît, mais tout le monde applaudit. Et puis, on se retrouve dans 6 mois avec les mêmes problèmes pour en reparler. Donc, il faut qu'on se tienne au langage de la vérité. Et encore une fois, c'est pas le... dire cette vérité. Mais c'est nous. C'est ce que je suis en train de dire, c'est nous. Et c'est nous qui devons en avoir. C'est-à-dire que il faut qu'on... tous les citoyens maliens. Oui, mais nous, justement, notre responsabilité aussi est celle-là. Comme a dit grand frère Diallo tout à l'heure, les militaires ont choisi un métier, nous avons choisi le nôtre aussi. Et nous avons une responsabilité. Je dis souvent que... On dit la presse, c'est le combienième pouvoir? Vous imaginez qu'il y a le législatif, le judiciaire, l'exécutif et la presse. Mais à quoi nous servons aujourd'hui? Rien. Nous ne faisons que relayer et relayer. Nous ne construisons pas. Et il faut qu'on serve à ça. Oui, ça dit que nous servons à grand-chose. Nous servons à grand-chose parce que, effectivement, nous servons à grand-chose parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la presse qui relaye. C'est vrai que les réseaux sociaux ajoutent leur part le truc, mais la presse fait un travail formidable. Vous ne pouvez pas le savoir. Il faut vous rendre dans les coins de brousse les plus reculés, savoir avec les ONG en termes de sensibilisation, d'information, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, sur le plan des infrastructures sociaux de base, c'est-à-dire les médias jouent un très grand rôle. Maintenant, dans le temps de la construction citoyenne, c'est ça. On va laisser Koulibaly terminer. À Bamako, même là, à Bamako, l'éveil des consciences, la presse y joue un très grand rôle. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, si vous y enlevez la presse, il n'y aura plus de lutte contre la corruption. C'est à cause des matraquages de la presse qu'on entend, qu'on fait la lutte contre la corruption. Donc, la presse joue un très grand rôle. Maintenant, pour revenir sur le plan de la question sécuritaire, Diallo a parlé des responsables de milice, il a parlé du cas de Marcelin et de Sekou Boli au ministère de la Réconciliation. Moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Pour moi, il y a une symbolique
que les gens devraient comprendre dans ça. Quand des chefs de milice opposés se mettent ensemble et qui sont dans un même département, ça doit donner en tout cas l'idée que les gens peuvent se mettre ensemble. C'est cette lecture que moi je fais. Je ne dis pas que forcément c'est bien, mais ça peut être un motif, un facteur de réconciliation, que les gens sachent que ces deux qui étaient opposés au pays d'Ogon sont ensemble aujourd'hui dans un même département. Donc ça peut amener même leur base à se pardonner et à se mettre ensemble. On va faire un dernier tour de table sur ce sujet. On commence par vous-même. Que faut-il faire, à part dire la vérité aujourd'hui, pour que atteindre l'objectif de sécuriser le pays puisse être une réalité? L'objectif de sécuriser, pour que cela puisse être une réalité, il faut que les militaires s'assument. On a dit que les politiques s'assument, il faut que les militaires s'assument. Que les militaires connaissent leur premier rôle. C'est pourquoi ils sont là. Le travail des militaires, ce n'est pas la quête du pouvoir. Quand le militaire se met à la quête du pouvoir, la sécurité sort par la fenêtre. Il faut que cela soit compris. Mais on ne peut pas gérer le pays sans les militaires. Un État démocratique se gère avec des institutions civiles. Célia maintenant, donc, dire la vérité et que les militaires s'assument. Non, on est en train de dire la vérité. Il nous reste juste quelques secondes. Voilà, quelques secondes pour terminer. Moi, je dis il est temps que les militaires s'assument. On a vu, quand l'Algérie était à terre avec le fils, c'est l'armée algérienne qui a rétabli l'Algérie. On a vu en Égypte, quand la démocratie a tangué en Égypte, c'est l'armée, l'institution, voilà, c'est l'armée qui a rétabli l'État. Donc que nos militaires s'assument. Ouais, je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire. En tout cas, c'est le produit qu'ils nous ont vendu en août et que je pense que la majorité des Maliens ont acheté. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Que le fait qu'on nous ait dit qu'on veut être là, on est venu pour redresser le Mali, pour permettre à tous les Maliens de vivre en sécurité, d'avoir leur pain quotidien, de pouvoir voyager sans craindre de tomber sur des braqueurs en pleine journée dans la Faya, sur la route de Ségou ou sur une mine au pays d'Ogon. Voilà, il faut que, si vraiment c'est ça l'objectif, qu'on le concrétise. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le Mali n'est pas un pays facile. Ça, nous sommes d'accord. Et c'est en ça que je dis aussi que nous, citoyens, notre responsabilité est engagée. L'État, c'est nous, en fait. Il y a des responsables, mais notre responsabilité collective est engagée. Donc, à chacun d'entre nous de se dire, finalement, en quoi est-ce que moi, en tant qu'individu, je contribue? Ne pas attendre que l'État fasse tout. Ça va de balayer devant sa porte à respecter le feu quand il est allumé, et ne pas provoquer des accidents, et que chacun d'entre nous soit responsable et permette, parce que c'est quand nous faisons bien les choses que nous pourrons dire aux responsables, mais vous ne faites pas bien les choses. Si nous ne sommes pas sur la bonne voie. Que la vérité soit dite et que les militaires et chaque acteur assument ses responsabilités. Quoi d'autre, monsieur Diallo, à ajouter par rapport à ces différentes conclusions? On s'aime. Aimons-nous les uns les autres. Et œuvrons pour le bien de chacun et de tous. C'est dans ça que notre salut se trouve. Vous avez vu le Burkina? Après l'élection présidentielle, c'est l'opposant historique, c'est-à-dire que c'est le chef de file de l'opposition qui va saluer le président sortant parce qu'il a gagné. Il faudrait que les hommes politiques arrêtent, comprennent que le pays est au-dessus de leur individu. Si nous sommes dans une situation aujourd'hui, la manipulation des militaires, ce sont les hommes politiques. Parce qu'ils ont échoué à haranguer la foule pour pouvoir leur faire adhérer à leur cause, qui vont se mêler aux militaires pour faire 2012, première erreur. 2020, deuxième erreur. Il y aura une troisième erreur parce que les gens ne s'aiment pas, les gens n'aiment pas les prochains. Tout se construit dans l'amour. Il faut que les gens apprennent à s'aimer. Et on va aborder le deuxième thème de ce forum de la presse, la visite de la CEDEAO. Une délégation de la CEDEAO était au Mali cette semaine. Goodluck Jonathan a échangé notamment avec le Premier ministre sur la situation sociopolitique marquée par des grèves et l'arrestation de plusieurs personnalités. Avec les acteurs politiques, les échanges ont porté sur l'organisation des élections crédibles et transparentes. Ibrahim Koulibaly, quel bilan faites-vous de cette visite de la délégation de la CEDEAO au Mali? Moi, je trouve que c'est une très bonne visite pour un certain nombre de raisons. D'abord, c'est rappeler aux autorités que le Mali n'est pas un îlot isolé et que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous sommes dans une communauté et que la communauté veille sur nous.
première des choses. Et deuxièmement, c'est pour venir quand même constater ce qui a été fait. Et le constat n'est pas amer, parce que quand même tous les organes de la transition sont en place. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis, troisième chose, c'est pour rassurer le Mali du soutien de la communauté internationale. Donc moi, je pense que c'est une très bonne visite. Et ce qui est très important aussi, c'est que le message qu'ils ont fait passer, le respect en tout cas des agendas, le respect de la durée de la transition. Et moi, je pense que franchement, cette visite, surtout que cette visite vient préparer le sommet extraordinaire qui doit se tenir sur le Mali le 23. Donc, pour pouvoir parler de l'état de la situation du Mali, il fallait que cette mission vienne s'enquérir des réalités, de l'évolution de la situation. La preuve en est qu'ils ont reçu tout le monde et ils ont parlé avec tout le monde. Et ce qui est sûr, ils sont partis avec une très belle moisson qui leur permettra de faire une très bonne session sur le Mali. Ils sont partis avec une très belle moisson. Partagez-vous cet avis, Célia? Oui, tout pareil. Hein. C'est dire au Mali qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans le sens où on a le soutien, mais aussi que les uns et les autres veillent à ce que les engagements pris soient tenus. Donc je pense que c'était le message essentiel. C'était celui-là, que les engagements pris devaient être tenus malgré les difficultés qu'il y a. Et donc s'enquérir aussi sur ces difficultés-là et voir comment, encore une fois, on peut aider le Mali. Le Mali n'est pas une singularité. Ce que nous vivons ici, beaucoup d'autres pays le vivent en termes de sécurité, mais aussi en termes de situation socio-économique, situation sanitaire, la Covid. Et donc, voir comment est-ce qu'on peut aider le Mali. Donc, je pense que satisfait, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de 8 mai. Donc, c'est sur le mai qu'il faudra que les autorités maliennes travaillent de sorte à ce que les choses aillent dans le sens souhaité. Justement, pensez-vous que cette visite va avoir un impact sur la grogne sociale, l'arrestation de certaines personnalités et les prochaines élections qui doivent être organisées dans le pays? Je pense que le sommet du 23 va beaucoup servir à parler de la préparation des élections parce que c'est le gros du boulot. Et il y a des choses qui ont commencé. Il est question de réinscription pour avoir les cartes NINA, par exemple, pour avoir les cartes d'électeurs. Donc, les choses commencent à bouger lentement, mais sûrement. Donc, on se dit qu'il nous reste 13 mois, je ne dis même pas 14, il nous reste 13 mois. Et en 13 mois, avec de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est sur la volonté qu'il faut travailler. Je pense que la CEDEAO, justement, est là pour faire la pression sur la volonté, pour que cette volonté politique énoncée pour la levée de l'embargo et avec les engagements pris au niveau de la CEDEAO, que cette volonté politique-là puisse se concrétiser dans des délais. On n'a pas encore de feuille de route de cette transition. Peut-être qu'au sorti pour aller au sommet du 23, les autorités y amèneront cette feuille de route que nous-mêmes, Maliens, attendons pour savoir quel est le chronogramme, sur quoi nous travaillons et dans quel délai. Il y a la question des réformes qu'il y a à faire, qui vont aussi soulever beaucoup de grognes. On l'a vu déjà, ça a commencé. Donc, voir dans quelle posture également nos autorités se mettent, parce que ces réformes, de toutes les façons, il va falloir les faire. Et ne pas à chaque fois faire demi-tour quand il y a une petite levée de bouclier, mais réussir à expliquer, encore une fois, la question de la communication revient sur le tapis, réussir à expliquer le bien fondé des réformes que l'on veut faire pour que les Maliens puissent adhérer, se retrouver et qu'on puisse avancer ensemble. Concernant l'arrestation des personnalités, est-ce que vous pensez que la visite de la CEDEAO va apporter un changement concernant ce sujet, des personnes qui ont été arrêtées pour atteinte à la sûreté de l'État, M. Diallo? Bon, si la visite de la CEDEAO pouvait changer quelque chose au Mali, il n'allait pas y avoir coup d'État. Donc vous pensez que cette visite n'aura pas d'impact positif? Moi, je n'y vois rien. Mais je ne vois rien de positif. Qu'est-ce qui vous rend... À partir du moment où la CEDEAO a mis tout sur le tapis, tout sur le tapis, malgré tout, les Maliens sont partis au-delà. Il s'est dit que le Mali n'est pas singulier, comme Célia aussi. Le Mali est singulier, franchement. Le Mali est singulier, il faut le dire, il faut reconnaître qu'on est unique dans notre genre. En Côte d'Ivoire, il y avait problème. Le troisième mandat, c'était un enjeu. Mais c'est passé. En Guinée, c'était un enjeu, c'est passé. Mais malgré tous les avertissements au Mali, malgré toutes les précautions prises par la CEDEAO, 5 chefs d'État se sont déplacés pour venir au Mali, pour demander aux Maliens, entendez-vous. Malgré tout, on a cassé la baraque.
Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre encore? Moi, je n'attends rien. C'est-à-dire que je veux voir. Vous n'attendez rien concrètement par rapport à quoi? Je veux voir ce qui va se passer. Parce qu'on ne peut plus prédire sur quelque chose au Mali. Est-ce que vous pensez que les prochaines élections qui vont être organisées seront des élections crédibles et transparentes? J'ai dit au Mali, là. Désormais, moi, je ne crois plus à rien. Parce que, je vais être clair, hein, franchement, je dis ce que je pense. Tant qu'on n'apprenne pas à s'aimer, quand on s'aime, on se fait des concessions. Quand on s'aime, on se tolère. Mais quand on ne s'aime pas, tous les coups sont permis. Vous avez vu Trump? Trump, il n'a pas accepté sa défaite. Une grande démocratie comme les États-Unis. Trump a refusé d'accepter sa défaite au point et il est soupçonné de pousser ses partisans au Capitole. Le symbole même de la démocratie américaine. Donc, si je fais le parallèle avec le Mali, franchement, c'est inquiétant. Le cas du Mali, c'est vraiment inquiétant. Parce que nous tous, moi je vais être habillé dans des beaux bassins, je vais habiter dans une grosse villa, je vais avoir une très grosse villa et voiture. Quand on est dans ça, c'est-à-dire que dans cette illusion-là, on ne recule devant rien. Et c'est ce qui nous amène dans cette situation aujourd'hui. Que personne ne s'aime. On ne s'aime pas. On ne se tolère pas. Tout ce qu'on voit, qu'est-ce que je peux gagner? Bon, quand on est dans ces calculs-là, on marche avec calculette en main. Et rien n'est prévisible. Contrairement à vous, M. Coulibaly, M. Diallo estime que cette visite de la CEDEAO ne changera rien parce que selon lui, nous sommes dans l'illusion. Bon, moi, lui, je crois qu'il est pessimiste, mon frère est pessimiste. Moi, je suis un optimiste. Moi, je suis un optimiste. Je crois aux Maliens. Je crois au Mali. Mais pensez-vous qu'il a raison d'être optimiste vu ce qui s'est déroulé ces dernières années? Oui, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les Maliens n'ont pas pu s'entendre qu'ils ne pourront plus jamais s'entendre. C'est vrai, sous Ibeka, il y a eu beaucoup de concessions. Mais à l'époque aussi, disons-nous la vérité, personne ne pouvait juger de la bonne foi des autorités de l'époque. C'était difficile. Donc, les gens sont allés à l'affrontement. On a vu le résultat. Mais ce résultat-là, moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Si nous avons fait la lecture des événements. Qu'est-ce que vous trouvez de positif là-dedans? Voilà, ce que je trouve de positif là-dedans, ça voudrait dire que désormais la démocratie des façades, là, c'est fini, ça ne marche plus. Il ne suffit plus d'organiser des élections que quelqu'un gagne et que lui et sa famille font ce qu'ils veulent. C'est fini ça au Mali. Un. De deux, ceux qui pensent qu'ils peuvent troupatiller les élections, on va faire ceci, cela, ils verront. C'est fini ça au Mali. Donc c'est ça le côté positif de cette situation. C'est vrai, les gens ont renversé, on a renversé un régime démocratiquement élu. Mais c'était à cause de quoi? De l'injustice, de l'impunité, de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, moi je trouve que ça c'est une crise de croissance de la démocratie malienne. Pour moi, ce n'est pas mauvais. On s'est léré pendant plusieurs années, la démocratie malienne. Mais c'était une démocratie des façades qui a montré ses limites. J'ai pris le cas algérien et le cas égyptien. Chaque fois que ça ne va pas, c'est l'institution militaire, une institution forte dans tous les pays, structurée, bien organisée, qui peut redresser l'État. Et nous voulons que ça soit ainsi pour le Mali. Mais il ne faut pas que les militaires soient piégés par certains hommes politiques. Parce que si nous sommes là, c'est la faute aux politiques. Soyons très clairs. C'est la faute aux politiques. C'est la mauvaise gestion des politiques qui nous ont amenés à cette situation. Donc si les militaires sont là, les militaires doivent corriger l'erreur. Remettre le Mali, c'est-à-dire que sur les rails, pour un nouveau départ. Ces militaires ne sont-ils pas devenus aussi politiques? C'est ce que je dis. Il ne faut pas qu'ils jouent à ce jeu-là. Ça ne va pas les réussir. S'ils veulent rentrer dans l'histoire, on a parlé de réforme. Une réforme est politique. Donc ce n'est pas une transition qui va faire une réforme politique. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire des réformes dans les organes qui s'occupent des élections pour qu'il y ait des élections transparentes, démocratiques
et, comment dirais-je, inclusive avec tout le monde. Célia, faut-il s'attendre à d'autres M5 si les choses ne se déroulaient pas comme il est prévu? C'est à craindre. C'est à craindre, hein, la grogne existe et les attentes sont nombreuses. C'est ce qu'il faut aussi, c'est de ça qu'il faut tenir compte aussi. C'est que les attentes du peuple malien sont très nombreuses, les chantiers sont nombreux, il y a beaucoup de priorités. Et donc, il faut prendre les choses par le bon bout. Et encore une fois, utiliser la communication. Il faut expliquer aux Maliens où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller, pourquoi on veut y aller. Et de qu'est-ce qu'on attend des populations pour pouvoir parvenir à cette destination-là. Tant qu'on ne fera pas ça et qu'on dira oui, Angata, oui, on fait ça, les gens vont toujours se braquer parce qu'ils ne comprennent pas quel est le bien fondé de ce qui est en train d'être fait. Nous ne sommes pas des idiots. Il suffit qu'on explique. Même le pire illettré dans la brousse la plus profonde, quand on lui explique quel est son intérêt, il adhère. Donc, il faut qu'on fasse le travail de la communication. Et c'est en cela que, quand je parlais de feuille de route tout à l'heure, c'est ça. Dire, voilà notre transition. Voilà, nous avons quitté un point A, voilà le point B où nous voulons amener le Mali. Nous allons procéder comme ci, comme ça, comme ça. Nous tous, nous envions le Rwanda. Mais Kagame, c'est comme ça qu'il a fait. Il s'est levé un matin, il a réfléchi avec ses conseillers, ils ont eu un plan, et puis ils ont pris 1 année, 2 années pour expliquer aux gens où est-ce qu'ils veulent arriver. Et au fur et à mesure qu'ils expliquaient, ils implémentaient les choses. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que tant qu'on va se lever, qu'on va parachuter des décisions, les gens ne vont pas se reconnaître dedans et ils vont se braquer. Donc l'explication, la discussion, le respect de la parole donnée, je pense que ce sont les clés pour que nous arrivions au bout avec des résultats positifs de cette transition. Troisième sujet de ce forum de la presse, avec un seul tour de table avec nos invités, nous allons parler de coronavirus, la situation qui est devenue de plus en plus inquiétante selon les spécialistes de la santé. Pourtant, ces mêmes médecins estiment que les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées à travers le pays. Faut-il donc craindre le pire, M. Diallo? Ah oui. Moi, au début, très sincèrement, je reconnais, je n'y crois pas beaucoup. Mais maintenant, je suis vraiment... Je suis rentré ici avec... un masque. Voilà, avec mon masque. C'est pour dire que je suis vraiment convaincu que cette maladie, elle est dangereuse. Et qu'il faille, par tous les moyens, en tout cas, accroître la sensibilisation. Parce que le seul remède, en tout cas, le remède le plus sûr, c'est éviter. Donc si on peut quand même mettre l'accent sur vraiment davantage sur les mesures sociales, les mesures annoncées, c'est vraiment salutaire parce que c'est une maladie qui peut anéantir d'un seul coup toute une économie. Mais pourquoi pensez-vous que les mesures barrières ne sont pas respectées comme le pensent certains observateurs? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation? Il y a eu suffisamment de sensibilisation, mais bon, les gens, jusqu'à présent, certains ne croient pas. Hein. Là où moi je travaille, mon service se trouve au milieu d'un marché. J'en parle beaucoup avec les marchands, mais bon, ils disent, patron, c'est-à-dire qu'on a notre gagne-pain ici, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais bon, il faut quand même mettre l'accent, il faut quand même continuer. Il faut continuer, le gouvernement doit continuer. Qu'est-ce qui a manqué? Il nous reste juste 2 minutes. Qu'est-ce qui a manqué dans la sensibilisation, Célia D'Almeida? Il a manqué l'explication. Il a manqué qu'on explique aux gens et qu'on leur montre des gens qui sont malades. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Vous avez vu que depuis que le nombre de morts a augmenté, tout le monde porte son masque. Malheureusement, nous fonctionnons au choc. Nous fonctionnons au choc. Et donc, il faut choquer. Il faut choquer, il faut faire comprendre aux gens que si tu ne mets pas ton masque, peut-être toi tu ne vas pas tomber malade, mais ton vieux à la maison il va mourir. La preuve, on est tous en train d'enterrer nos vieilles personnes actuellement. On ne réalise pas que c'est ça qui est en train de leur tuer. Qu'on arrête de dire les gens ils sont morts d'AVC. Il faut dire que c'est coronavirus. Il faut dire la vérité. Encore une fois, il faut dire la vérité. Faire comprendre aux gens que c'est notre responsabilité. Peut-être que vous et moi n'allons pas tomber malades, mais on va être des vecteurs et envoyer la maladie et contaminer d'autres personnes. Faire comprendre aux Maliens que c'est notre responsabilité. Oui, je suis d'accord avec Célia. Malheureusement, c'est ce que je dis, c'est une question de responsabilité. D'abord, à commencer par les intellectuels dans les services. Même dans les services, on ne respecte pas les mesures barrières. On ne porte pas comment on appelle ça, de masque. Les gens, donc,
c'est une question de responsabilité. Et puis, nos endroits publics sont structurés, sont bien organisés. Au marché, il y a des responsables de marché. Il faut sensibiliser. Les vendeurs, ils ont l'air responsables, tout le monde. Il faut sensibiliser les gens, informer, communiquer et sanctionner. Merci à nos 3 invités. Ibrahim Koulibaly d'IC de la Nouvelle Tribune, Célia Dalmeida, journaliste consultante média, et Amadou Diallo, journaliste analyste. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Forum de la presse de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.